Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et laissez un commentaire pour dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Personne ne vous prépare vraiment au silence assourdissant du désert quand votre moteur rend l'âme. Je roulais de Phoenix à Las Vegas pour un entretien d'embauche. À 33 ans, j'étais désespéré au point de saisir n'importe quelle opportunité pour échapper à mon emploi de serveuse sans avenir. Ma vieille Corolla faisait des bruits étranges depuis Wickenburg, mais je continuais à la pousser, me disant qu'elle tiendrait encore quelques heures. Quand l'aiguille de température s'est envolée dans le rouge et que de la vapeur a commencé à s'échapper du capot, quelque part dans le néant de l'Arizona, j'ai compris que j'avais trop joué avec la chance. J'ai réussi à me garer sur le bas-côté avant que tout ne s'arrête. Puis je me suis retrouvé assise dans un silence soudain, à regarder les vagues de chaleur danser sur l'asphalte vide dans les deux directions. J'ai d'abord essayé mon téléphone, bien sûr, mais rien. Pas une seule barre de réseau. Je suis sorti et j'ai ouvert le capot, faisant semblant de savoir ce que je regardais, tandis que du liquide de refroidissement s'égouttait sur la terre craquelée sous la voiture. Le soleil était impitoyable, même s'il était déjà plus de 16 heures. Octobre dans le désert, encore assez chaud pour vous donner le vertige si vous restiez trop longtemps dehors. J'ai continué à vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes, comme si les tours de téléphonie mobile allaient magiquement apparaître, mais l'écran restait désespérément vide. Aucune voiture n'était passée dans les deux sens depuis au moins 20 minutes. Et je commençais à réaliser à quel point j'étais vraiment seul ici. À des kilomètres de la dernière station-service que j'avais vue. Probablement à des kilomètres de la suivante aussi. Après environ une heure d'attente, j'avais bu la moitié de ma bouteille d'eau et je commençais sérieusement à envisager de commencer à marcher quand j'ai finalement vu quelque chose bouger au loin. Cela venait de derrière moi, une forme sombre vacillant dans les mirages de chaleur. Et alors qu'elle se rapprochait, j'ai pu distinguer un vieux pick-up, peut-être des années 80, peint d'une couleur délavée entre le brun et la rouille. Le camion a ralenti en s'approchant et je me suis surprise à reculer un peu de la route, soudainement consciente de ma vulnérabilité. Mais quelle autre option avais-je? J'avais besoin d'aide. Et ce pourrait être le seul véhicule que je verrais pendant des heures. Le pick-up s'est arrêté derrière ma voiture et le moteur s'est éteint avec un soupir grinçant qui m'a rappelé l'ancien équipement agricole de mon grand-père. La portière du conducteur s'est ouverte et un homme en est sorti, probablement dans la cinquantaine, vêtu d'un jean et d'une chemise à carreaux qui avait connu des jours meilleurs. Il avait l'un de ces visages qui auraient pu appartenir à l'oncle de n'importe qui, un peu buriné, mais pas menaçant, avec une barbe grisonnante et des pattes d'oie autour des yeux bleus. Il s'est approché de moi avec une démarche lente et décontractée, et quand il a souri, cela a atteint ses yeux d'une manière qui m'a fait me détendre un peu. « Problème de voiture ?» a-t-il demandé. Et sa voix avait cette douceur traînante qui m'a fait penser au dîner du dimanche et aux repas paroissiaux. J'ai expliqué le problème de surchauffe, et il a hoché la tête comme s'il avait entendu cette histoire 100 fois auparavant, puis il est allé regarder sous mon capot, faisant ces bruits de réflexion que les hommes font quand ils veulent que vous pensiez qu'ils savent ce qu'ils font. « Radiateur mort », a-t-il annoncé après quelques minutes, s'essuyant les mains sur son jean. Vous allez avoir besoin d'un remorquage, et l'atelier le plus proche est à Kingman, à environ 65 km sur la route. Je peux vous y emmener si vous voulez. J'ai tout mon temps aujourd'hui. Il a dû me voir hésiter, car il a rapidement ajouté. Ou je peux appeler quelqu'un quand j'arriverai en ville, mais honnêtement, les dépanneuses peuvent mettre 4 ou 5 heures parfois, et il fera bientôt nuit. J'ai regardé le soleil, déjà en train de descendre vers l'horizon, peignant le désert en nuances d'orange et d'or. La pensée d'être abandonné ici seul après la tombée de la nuit a pris la décision pour moi. J'ai attrapé mon sac et mon téléphone dans la voiture, les verrouillés, même si cela semblait inutile ici, et les suivis jusqu'à son camion. L'intérieur de son camion sentait la cigarette et quelque chose de sucré, peut-être du vieux café ou des boissons énergisantes. Il y avait des reçus éparpillés sur le tableau de bord, un chapelet accroché au rétroviseur, et une collection de désodorisants qui avaient depuis longtemps cessé de désodoriser quoi que ce soit. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité alors qu'il démarrait le moteur, et nous sommes retournés sur l'autoroute en direction de l'ouest.
Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Il m'a demandé où je me rendais, et je lui ai parlé de l'entretien d'embauche, en gardant les détails vagues. Il a parlé de vivre dans la région toute sa vie, de connaître ses routes comme le fond de sa poche. Mais puis, peut-être 10 minutes après le début du trajet, il a pris une sortie que je n'avais même pas remarquée, tournant sur une route étroite qui s'éloignait de l'autoroute et s'enfonçait dans le désert. Est-ce le chemin pour Kingman? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix décontractée, même si mon pouce était soudainement accéléré. Il n'a pas répondu tout de suite, a continué à conduire, ses doigts tambourinant contre le volant selon un rythme que lui seul pouvait entendre. Un raccourci, a-t-il finalement dit, mais il ne m'a pas regardé en le disant. Les routes principales ont des travaux à cette heure-ci. Ça bloque tout sur des kilomètres. Ces routes secondaires sont meilleures, plus rapides. La route sur laquelle nous étions était à peine goudronnée, plus de terre que d'asphalte par endroits, et je ne voyais aucun panneau ni marqueur nulle part. Je me suis déplacé sur mon siège, soudainement très consciente que la poignée de porte n'était pas là où ma main l'attendait. Quand je l'ai trouvée et que j'ai tiré dessus discrètement, rien ne cesse de passer. Les verrous enfants, a-t-il dit, et j'ai pu le voir me regarder du coin de l'île. Désolé pour ça. J'ai toujours voulu les réparer. Parfois, ils coincent. Mais son explication semblait répétée, comme s'il l'avait déjà dit auparavant. Et la façon dont sa mâchoire cesse de crisper après avoir parlé m'a noué l'estomac. Nous étions complètement seuls ici maintenant. Aucune autre voiture, aucun bâtiment, juste une étendue infinie de broussailles du désert et des montagnes au loin. Il a commencé à marmonner pour lui-même. Si bas que je pouvais à peine distinguer les mots. Quelque chose à propos de Racine, Dieu, et de garder les choses propres. Chaque fois que je demandais combien de temps il restait avant la ville, il hochait simplement la tête et disait « Bientôt. Très bientôt. » Mais nous roulions depuis 20 minutes maintenant, et il n'y avait toujours rien que du désert. Puis je l'ai vu pendant une seconde quand il a tendu la main vers sa bouteille d'eau. Quelque chose de métallique, captant la lumière de la fin d'après-midi sous son siège. Des menottes, des vrais, pas le genre de jouets, avec la chaîne entre elles enroulée autour de quelque chose de sombre. Mon corps entier s'est raidi, mais je me suis forcé à détourner le regard, à continuer à fixer droit devant moi comme si je n'avais rien vu. Mais ma respiration avait changé, devenant plus rapide et superficielle. Et je savais qu'il l'avait remarqué. Son attitude a changé alors, la fausse amabilité tombant comme un masque qu'il était fatigué de porter. Ses racines sont plus sûres, a-t-il dit. Sa voix était différente maintenant, plus plate, plus factuelle. Moins Dieu ici. Les gens ne font pas attention à ce qui arrive sur les routes qu'ils ne fréquentent pas. Ma main cesse de déplacer lentement vers mon sac, cherchant mon téléphone, même si je savais qu'il n'y avait toujours pas de réseau. C'est alors que j'ai vu la chaussure, une basket de femme, blanche avec des lacets roses, coincée entre le tapis de sol et la portière de son côté. Elle était sale, tachée de quelque chose de sombre autour du talon. Et c'était juste une chaussure, une seule. J'ai su alors, avec une certitude absolue, que j'étais en train de vivre l'une de ces histoires que l'on lit dans les journaux. Une femme accepte un trajet d'un inconnu. Disparaît. Le corps est retrouvé des semaines plus tard dans le désert, si on le retrouve. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse, essayant de me souvenir de tout ce que j'avais vu dans ces émissions de crimes réels. Ces articles d'autodéfense que j'avais parcourus sans vraiment y prêter attention. Il était plus grand que moi, plus fort, et nous roulions à au moins 96 km/h sur cette route de terre. Sauter dehors me tuerait aussi sûrement que ce qu'il avait prévu. Mais rester dans ce camion m'éloignait de l'autoroute, de l'aide, de quiconque pourrait m'entendre crier. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur le sol du désert, et il a allumé les phares même s'il ne faisait pas encore tout à fait nuit. Presque arrivé, a-t-il dit. Et la façon dont il a souri en le disant m'a fait monter la bile dans la gorge. C'est alors que j'ai fait quelque chose qui a probablement sauvé ma vie. Je me suis forcé à sourire en retour, à entrer dans le jeu malsain qu'il croyait que nous jouions. Vous savez quoi? Ai-je dit, rendant ma voix aussi stable que possible. J'ai vraiment besoin de faire pipi, désespérément. Ce doit être toute cette eau que j'ai bue en vous attendant. Il m'a regardé, méfiant.
Mais j'ai croisé les jambes et j'ai fait ce petit rebond sur mon siège que ma colocataire de fac faisait quand elle avait trop bu. « S'il vous plaît, ai-je ajouté. Je ne veux pas salir votre camion. » Quelque chose dans cette dernière partie l'a touché. L'idée que son espace soit contaminé, et il a commencé à ralentir, cherchant un endroit. Quand il cesse de garer près de hauts buissons du désert, il cesse de tourner vers moi avec des yeux qui étaient devenus complètement froids. 2 minutes, a-t-il dit, se penchant vers moi pour déverrouiller ma portière manuellement, son bras me frôlant d'une manière qui m'a donné envie que ma peau se détache de mon corps. Et ne pense même pas à courir. Il n'y a nulle part où aller ici. Mais j'avais déjà calculé les distances et les angles alors que je sortais du camion. Il est resté sur le siège du conducteur, me regardant marcher vers les buissons, et je savais que j'avais peut-être 10 secondes une fois hors de sa ligne de mire directe. Au lieu de m'arrêter au premier groupe de buissons, j'ai continué à marcher plus vite jusqu'à ce que j'entende sa portière s'ouvrir derrière moi. Puis j'ai couru, pas en ligne droite loin de la route où il pourrait facilement me suivre en camion, mais en diagonale vers un groupe de gros rochers que j'avais repérés à environ 90 mètres. J'ai entendu ses cris, le rugissement du moteur du camion, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai grimpé sur ces rochers comme si ma vie en dépendait, car c'était le cas. Je me suis glissé dans une crevasse entre 2 énormes pierres juste au moment où ses phares balayaient l'endroit où je me tenais. Il a conduit autour de ces rochers pendant ce qui m'a semblé des heures, mais était probablement seulement 30 minutes, hurlant des choses qui m'ont fait presser mes mains contre mes oreilles, promettant qu'il me trouverait, que le désert me tuerait de toute façon, que je ne faisais qu'empirer les choses. Finalement, le bruit du moteur s'est estompé, puis a complètement disparu. Je suis resté coincé dans ces rochers jusqu'à ce que le soleil se lève, tremblant de froid et de peur, vérifiant mon téléphone de manière obsessionnelle jusqu'à ce que, finalement, vers 6 heures du matin, j'ai une barre de réseau. L'opératrice du 911 n'arrêtait pas de me demander où j'étais, mais tout ce que je pouvais lui dire, c'était quelque part sur l'autoroute entre Phoenix et Kingman, près de Gros Rochers. Il a fallu 3 heures au secours pour me trouver, en suivant le signal GPS de mon téléphone. Et quand ils m'ont trouvé, j'étais déshydraté, brûlé par le soleil, et je pouvais à peine parler. Ils ont trouvé ma voiture là où je l'avais laissée, mais il y avait des traces de pneus fraîches derrière elle qui ne correspondaient à aucun des véhicules de secours. La police a pris ma déposition, l'a prise très au sérieux quand j'ai décrit le camion, les menottes, la chaussure. Ils ont dit que j'avais eu de la chance, que mes instincts m'avaient sauvé, que courir quand je l'avais fait était la chose la plus intelligente que j'aurais pu faire. Ils ne l'ont jamais trouvé, cependant. Ils ont dit que ma description correspondait à des signalements qu'il avait reçus au cours des 2 dernières années. Toujours des tronçons différents d'autoroutes désertes. Toujours des femmes voyageant seules. Ils m'ont montré des photos de 3 femmes disparues. M'ont demandé si j'avais vu autre chose dans son camion qui aurait pu leur appartenir. Je n'ai pas pu les aider. J'étais trop concentré sur le fait de m'en sortir vivante. Parfois, je pense à cette basket blanche avec des lacets roses. Je me demande qui la portait, si quelqu'un l'attendait chez elle. Je pense à la façon dont il savait exactement où prendre cette sortie, à quel point ses mouvements étaient pratiqués, combien de fois il avait probablement fait cela auparavant. Je n'ai jamais passé cet entretien d'embauche, je ne l'ai jamais reporté non plus. Je suis resté à Phoenix, j'ai trouvé un travail dans un centre d'appel où je suis entouré de gens toute la journée, où quelqu'un remarquerait si je ne me présentais pas. J'ai acheté une nouvelle voiture, quelque chose de fiable, et je ne conduis plus jamais seul à travers le désert. Quand des amis se plaignent du coût des billets d'avion, je leur dis simplement que ça en vaut la peine. Ils ne comprennent pas pourquoi j'y tiens tant, et j'espère qu'ils n'auront jamais à le comprendre. Tout le monde m'avait prévenu de ne pas prendre la Highway 50 à travers le Nevada en août, mais quand vous essayez de vous rendre à un entretien d'embauche à Salt Lake City et que votre vol est annulé, vous faites ce que vous devez faire. J'avais emprunté le vieux Ford Explorer de mon frère, celui dont il jurait qu'il pouvait tout supporter, et j'étais parti de Reno vers midi un jeudi. 4 heures plus tard, quelque part entre Fallon et Austin, où il n'y a rien d'autre que des buissons de sauge et des mirages de chaleur à perte de vue, l'aiguille de température a commencé à grimper dans le rouge. Je me suis immédiatement garé, j'ai coupé le moteur et j'ai ouvert le capot pour voir un nuage de vapeur qui m'a brûlé le visage. Le radiateur était mort, complètement explosé, et du liquide de refroidissement s'écoulait sous la voiture comme du sang vert.
J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide, mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau, pas même une seule barre. Juste ce message moqueur, pas de service, qui aurait aussi bien pu dire « Tu es fichu ». J'ai attendu environ 20 minutes pour que le moteur refroidisse, en essayant de me convaincre que peut-être je pourrais avancer jusqu'à la prochaine ville. Mais quand j'ai tourné la clé, l'Explorer a fait un bruit de grincement et est mort complètement. Austin était à au moins 50 km devant moi et Fallon à 80 derrière. J'avais peut-être la moitié d'une bouteille d'eau, des chaussures abîmées à cause de l'entretien, et le soleil tapait de cette manière particulièrement brutale où l'asphalte semble presque humide à cause des vagues de chaleur. J'ai verrouillé la voiture, j'ai laissé un mot sur le pare-brise disant que j'avais marché vers Austin, et j'ai commencé à avancer. Mon père m'avait toujours dit de rester avec le véhicule dans des situations comme celle-ci, d'attendre que quelqu'un passe. Mais après 40 minutes, sans voir une seule voiture passer, j'ai pensé que marcher me donnerait de meilleures chances que de rester assis dans une boîte de métal à cuire lentement. Environ 1 heure après le début de ma marche, peut-être à 5 km de l'Explorer, je me suis arrêté pour prendre une minuscule gorgée d'eau, et j'ai remarqué quelque chose sur une crête à ma droite, peut-être à 400 mètres de la route. C'était un SUV bleu foncé, l'un de ces grands Chevrolet suburbans, simplement garé là parmi les buissons et les rochers. La chose était couverte de poussière, comme si elle était là depuis des jours. Mais ce qui m'a fait m'arrêter, c'est la façon dont il était positionné, directement face à l'autoroute, face à moi. J'ai pensé que peut-être quelqu'un d'autre était en panne et avait abandonné son véhicule. Ça arrive tout le temps par ici. Mais puis j'ai vu le soleil se refléter sur le pare-brise d'une manière qui signifiait que le verre était propre. Récemment nettoyé. J'ai continué à marcher, me disant que j'étais paranoïaque, que la chaleur me montait à la tête. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière toutes les quelques minutes. 20 minutes plus tard, j'ai vérifié à nouveau, et le SUV avait bougé. Pas de manière drastique, mais il était définitivement sur une autre partie de la crête, peut-être 100 mètres plus près de l'endroit où je me trouvais maintenant. Même véhicule, même couleur bleu poussiéreux, mais garé selon un angle légèrement différent, toujours face à moi. Ma bouche est devenue sèche, et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur. J'ai accéléré le pas, mes chaussures habillées me donnant déjà des ampoules qui me brûlaient comme des pièces de monnaie chaude pressées contre mes talons. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il y avait 2 véhicules similaires. Peut-être que je me laissais tromper par le scintillement de la chaleur. Mais quand j'ai regardé en arrière après encore 15 minutes, le suburban était sur une crête encore plus proche, parallèle à l'endroit où je marchais. Quelqu'un me suivait, restant hors de la route, me regardant lutter le long de cette autoroute déserte. J'ai commencé à trottiner, ce qui était stupide avec cette chaleur, mais la peur fait des choses à votre jugement. Ma chemise était trempée, collant à moi comme du papier mouillé, et je pouvais sentir le soleil brûler à travers le tissu. La bouteille d'eau était presque vide maintenant, peut-être 2 gorgées restantes, et j'étais encore à au moins 30 km d'Austin. Chaque fois que je regardais en arrière, ce SUV s'était repositionné. Toujours en maintenant la même distance, mais suivant ma progression comme un requin traquant une proie blessée. Tout le monde m'avait prévenu de ne pas prendre la Highway 50 à travers le Nevada en août, mais quand vous essayez de vous rendre à un entretien d'embauche à Salt Lake City et que votre vol est annulé, vous faites ce que vous devez faire. J'avais emprunté le vieux Ford Explorer de mon frère, celui dont il jurait qu'il pouvait tout supporter, et j'étais parti de Reno vers midi un jeudi. 4 heures plus tard, quelque part entre Fallon et Austin, où il n'y a rien d'autre que des buissons de sauge et des mirages de chaleur à perte de vue, l'aiguille de température a commencé à grimper dans le rouge. Je me suis immédiatement garé, j'ai coupé le moteur et j'ai ouvert le capot pour voir un nuage de vapeur qui m'a brûlé le visage. Le radiateur était mort, complètement explosé, et du liquide de refroidissement s'écoulait sous la voiture comme du sang vert. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide, mais bien sûr, il n'y avait pas de réseau, pas même une seule barre. Juste ce message moqueur, pas de service, qui aurait aussi bien pu dire « Tu es fichu ». J'ai attendu environ 20 minutes pour que le moteur refroidisse, en essayant de me convaincre que peut-être je pourrais avancer jusqu'à la prochaine ville. Mais quand j'ai tourné la clé, l'Explorer a fait un bruit de grincement et est mort complètement. Austin était à au moins 50 km devant moi et Fallon à 80 derrière. J'avais peut-être la moitié d'une bouteille d'eau, des chaussures abîmées à cause de l'entretien,
et le soleil tapait de cette manière particulièrement brutale où l'asphalte semble presque humide à cause des vagues de chaleur. J'ai verrouillé la voiture, j'ai laissé un mot sur le pare-brise disant que j'avais marché vers Austin, et j'ai commencé à avancer. Mon père m'avait toujours dit de rester avec le véhicule dans des situations comme celle-ci, d'attendre que quelqu'un passe. Mais après 40 minutes, sans voir une seule voiture passer, j'ai pensé que marcher me donnerait de meilleures chances que de rester assis dans une boîte de métal à cuire lentement. Environ 1 heure après le début de ma marche, peut-être à 5 km de l'Exploré, je me suis arrêté pour prendre une minuscule gorgée d'eau, et j'ai remarqué quelque chose sur une crête à ma droite, peut-être à 400 mètres de la route. C'était un SUV bleu foncé, l'un de ces grands Chevrolet suburbans, simplement garé là parmi les buissons et les rochers. La chose était couverte de poussière, comme si elle était là depuis des jours. Mais ce qui m'a fait m'arrêter, c'est la façon dont il était positionné, directement face à l'autoroute, face à moi. J'ai pensé que peut-être quelqu'un d'autre était en panne et avait abandonné son véhicule. Ça arrive tout le temps par ici. Mais puis j'ai vu le soleil se refléter sur le pare-brise d'une manière qui signifiait que le verre était propre. Récemment nettoyé. J'ai continué à marcher, me disant que j'étais paranoïaque, que la chaleur me montait à la tête. Mais je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'île en arrière toutes les quelques minutes. 20 minutes plus tard, j'ai vérifié à nouveau, et le SUV avait bougé. Pas de manière drastique, mais il était définitivement sur une autre partie de la crête, peut-être 100 mètres plus près de l'endroit où je me trouvais maintenant. Même véhicule, même couleur bleu poussiéreux, mais garé selon un angle légèrement différent, toujours face à moi. Ma bouche est devenue sèche, et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur. J'ai accéléré le pas, mes chaussures habillées me donnant déjà des ampoules qui me brûlaient comme des pièces de monnaie chaude pressées contre mes talons. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il y avait 2 véhicules similaires. Peut-être que je me laissais tromper par le scintillement de la chaleur. Mais quand j'ai regardé en arrière après encore 15 minutes, le suburban était sur une crête encore plus proche, parallèle à l'endroit où je marchais. Quelqu'un me suivait, restant hors de la route, me regardant lutter le long de cette autoroute déserte. J'ai commencé à trottiner, ce qui était stupide avec cette chaleur, mais la peur fait des choses à votre jugement. Ma chemise était trempée, collant à moi comme du papier mouillé, et je pouvais sentir le soleil brûler à travers le tissu. La bouteille d'eau était presque vide maintenant, peut-être 2 gorgées restantes, et j'étais encore à au moins 30 km d'Austin. Chaque fois que je regardais en arrière, ce SUV s'était repositionné. Toujours en maintenant la même distance, mais suivant ma progression comme un requin traquant une proie blessée. Il y en avait au moins 2, peut-être 3, et l'un d'eux a lancé quelque chose qui a atterri près de mes pieds. C'était une bouteille d'eau, encore scellée, la condensation sur le plastique captant la lumière de la lune. Je suis resté là à la fixer, sachant que c'était un appât, sachant qu'il voulait me voir ramper pour l'attraper. Je ne l'ai pas prise. Appelez ça de la fierté. Appelez ça de la stupidité. Mais quelque chose en moi a refusé de leur donner cette satisfaction. J'ai continué à marcher, laissant cette bouteille derrière moi. Et j'ai entendu plus de rires. Puis la vitre qui se refermait. Le SUV a reculé, s'est arrêté à côté de la bouteille, et quelqu'un en est sorti pour la récupérer. Dans l'obscurité, je ne pouvais voir qu'une silhouette, grande et mince, se déplaçant avec la confiance décontractée de quelqu'un qui savait exactement comment cela se terminerait. Il est remonté dans le véhicule et le SUV a repris sa lente progression derrière moi. C'est alors que j'ai vu des lumières venir de la direction opposée, de vrais phares coupant à travers l'obscurité, et j'ai commencé à agiter les bras comme un fou, me plaçant au milieu de la route. C'était un camion semi-remorque. Et Dieu merci, le chauffeur m'a vu à temps, a freiné et s'est garé sur le côté. Le routier était une femme nommée Dolores, construite comme un linebacker avec des bras couverts de tatouages militaires, et elle m'a regardé une fois et a sorti un pistolet de son compartiment de porte, ne le pointant pas sur moi, mais le tenant prêt. Elle a demandé si j'étais seul. Et quand je me suis retourné pour désigner le SUV, il avait disparu. Pas de feux arrière, pas de bruit de moteur, rien. Juste une autoroute vide s'étendant dans l'obscurité. Dolores m'a cru, cependant. Elle a dit qu'elle avait vu ce même suburban garé sur différentes crêtes quand elle avait traversé plus tôt dans la journée.
Elle a dit qu'il y avait eu des histoires parmi les routiers à propos de personnes disparaissant sur ce tronçon, des voitures abandonnées trouvées, mais jamais les conducteurs. Elle m'a laissé monter avec elle jusqu'à Austin, m'a même donné de l'eau et du bœuf séché de ses réserves, et a appelé pour qu'un shérif nous rencontre à l'aire de repos. Ils n'ont jamais trouvé le SUV ni la personne qui s'y trouvait. Le shérif a pris ma déposition, a dit qu'il augmenterait les patrouilles, mais nous savions tous les deux que cela ne signifiait rien ici où il y a 160 km de rien entre les villes. Dolores m'a donné son numéro, m'a dit d'appeler si j'avais jamais besoin de quoi que ce soit, et j'ai pris un bus Greyhound pour retourner à Reno le lendemain matin. Je n'ai pas obtenu le travail à Salt Lake City. Je n'ai même pas appelé pour le reporter. Certaines expériences changent ce qui compte pour vous. Je pense encore à cette nuit parfois, à ce qui serait arrivé si ce camion n'était pas venu. Prévoit-il d'attendre que je m'effondre complètement? Ensuite quoi? M'emmener quelque part? Me laisser là? Je ne le saurai jamais. Et honnêtement, c'est probablement mieux ainsi. Ce que je sais, c'est que le mal ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez. Parfois, ce sont juste des gens patients avec trop de temps, observant de loin, attendant quelqu'un de suffisamment vulnérable pour jouer avec. Nathan et moi avions exactement 4 jours pour aller de l'Ohio à la Californie avant que ce travail dans l'entrepôt ne commence. Et la Corolla de 12 ans que nous avions achetée pour $800 était notre seule chance de réussir. Nous l'avions trouvée sur Craigslist, vendue par un professeur à la retraite qui s'excusait sans cesse pour la peinture délavée et le rétroviseur maintenu par du ruban adhésif, mais il jurait que le moteur était solide. Il avait dit l'avoir conduite en Floride l'année précédente sans aucun problème. Nous avions tous les deux abandonné nos études universitaires le semestre précédent, et ce travail à Fresno payait $18 de l'heure avec des heures supplémentaires garanties, ce qui était plus d'argent que nous n'avions jamais gagné. Nous avons jeté nos affaires dans des sacs poubelles, les avons lancés sur la banquette arrière, et nous nous sommes dit que si nous conduisions à tour de rôle sans nous arrêter et dormions dans les aires de repos, nous aurions juste assez d'argent pour l'essence et peut-être quelques vrais repas au lieu de vivre avec des boissons énergisantes et du bœuf séché. La mère de Nathan a pleuré quand nous sommes partis. Elle n'arrêtait pas de dire que nous étions des idiots de confier nos vies à la vieille voiture d'un inconnu. Mais quand vous êtes noyé sous les prêts étudiants et que le meilleur travail que vous pouvez trouver localement est 10 heures par semaine dans une épicerie, vous prenez les chances qui se présentent. Nous avons bien avancé pendant le premier jour et demi, changeant de conducteur toutes les 4 heures, suivant le GPS à travers des États qui ont commencé à se fondre les uns dans les autres après un moment. J'essayais de dormir sur le siège passager pendant que Nathan conduisait. Mon cou tordu dans un angle inconfortable contre la vitre quand j'ai senti la voiture commencer à perdre de la puissance et que j'ai entendu Nathan marmonner quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Le moteur faisait un bruit de grincement comme si quelqu'un forçait des engrenages métalliques à tourner sans huile. Et peu importe à quel point Nathan appuyait sur l'accélérateur, nous continuions à ralentir. Nous avons à peine réussi à quitter l'autoroute et à entrer dans cette ville qui n'était même pas marquée sur notre GPS. Juste une poignée de bâtiments regroupés autour d'une rue principale qui semblait figée quelque part dans les années 80. La plupart des devantures de magasins étaient soit condamnées, soit arboraient ces enseignes à louer délavées par le soleil qui était probablement là depuis des années. Et tout au bout de la rue, il y avait un atelier de mécanique dans ce qui avait autrefois été une station-service avec 2 bails de garage et une enseigne peinte à la main qui disait réparation en lettres qui se craquelaient et s'écaillaient comme une vieille peau. Le mécanicien qui est sorti quand nous nous sommes garés avait probablement la cinquantaine, portant une salopette qui avait peut-être été bleue autrefois, mais qui s'était délavée en une couleur grisâtre malade, tachée de traces d'huile qui semblaient être là depuis l'ouverture de l'atelier. Il avait cette façon de marcher qui m'a mis mal à l'aise tout de suite, faisant des pas lents et délibérés, comme s'il mesurait la distance entre nous, et ses yeux ne se concentraient jamais tout à fait sur ce que vous vous attendiez à ce qu'il se concentre. Quand Nathan a expliqué le bruit de grincement et comment nous avions perdu de la puissance sur l'autoroute, le gars est simplement resté là à hocher la tête pendant trop longtemps, comme s'il écoutait de la musique que lui seul pouvait entendre. Puis il a demandé où nous allions. Et quand nous avons dit la Californie, il a eu une expression sur le visage que je ne peux décrire que comme affamé. Comme si nous venions de lui dire exactement ce qu'il voulait entendre. Il a continué à poser des questions étranges pendant qu'il regardait sous le capot.
Des trucs comme si quelqu'un nous attendait à une heure précise, si nous avions dit aux gens quel itinéraire nous prenions, si nous avions de la famille qui viendrait nous chercher si nous ne nous présentions pas. Nathan répondait de manière décontractée, trop concentré sur le moteur pour remarquer à quel point tout cela était étrange, mais j'étais là à regarder le visage de ce gars, et quelque chose dans la façon dont il ne cessait de jeter des coups d'île à nos plaques d'immatriculation puis de revenir vers nous m'a serré la poitrine. Il nous a dit que le problème venait de la pompe à carburant. Il a dit qu'elle tenait à peine. Et que nous avions de la chance d'être arrivés à son atelier quand nous l'avons fait, car quelques kilomètres de plus et nous aurions été bloqués sur l'autoroute sans service cellulaire sur 30 kilomètres dans les deux sens. La façon dont il a dit chance l'a fait sonner comme le contraire, en traînant sur le mot tout en s'essuyant les mains avec ce chiffon sale qu'il a sorti de sa poche, laissant plus de graisse sur ses doigts qu'il n'en enlevait. Il nous a facturé 300 $ pour la réparation. Il a dit qu'il se trouvait avoir la bonne pompe en stock, ce qui était inhabituel pour un modèle aussi ancien. N'était-ce pas une chance, et il pourrait nous remettre sur la route en environ 1 heure. Nathan et moi avons échangé des regards car 300 $ mangerait presque tout notre fonds d'urgence. Mais quelle autre option avions-nous? Pendant que le mécanicien travaillait, il a maintenu un flux constant de conversation, parlant de la façon dont peu de gens passaient par là de nos jours, comment l'autoroute avait tué la ville, comment il passait parfois des semaines sans voir de nouveaux visages. Il avait cet assistant, un gars plus jeune, peut-être dans la trentaine avec un nez paresseux et des ongles incrustés de saleté, qui ne disait jamais un mot, mais qui ne cessait de passer devant nous pour attraper des outils dont il n'avait clairement pas besoin, nous regardant de côté comme si nous étions des animaux dans un zoo. Quand le mécanicien a finalement dit que nous pouvions y aller, il a fait tout un spectacle de démarrer le moteur et de l'accélérer, nous souriant avec des dents de toutes les nuances de jaune et de brun, certaines semblant pourrir directement dans sa bouche. Il a gardé sa main sur l'épaule de Nathan trop longtemps quand il lui a tendu les clés, serrant juste assez fort pour que je voie Nathan grimacer et a dit « Nous devrions faire très attention sur ces routes. Beaucoup de virages dangereux à venir. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose de malencontreux à 2 gentils garçons comme nous. » L'assistant se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, bloquant partiellement l'entrée avec son corps, et j'ai remarqué qu'il avait notre reçu de carte de crédit dans la main, même si nous avions payé en liquide, le faisant lentement onduler comme s'il essayait de mémoriser les numéros. Nathan m'a pratiquement traîné vers la voiture, nous nous déplaçant plus vite que nous ne voulions l'admettre. Et nous avons démarré en trombe sans regarder en arrière, faisant tous les deux semblant de ne pas être aussi effrayés que nous l'étions réellement. Pendant les 10 premières minutes sur l'autoroute, nous n'avons pas parlé du tout. Nous avons juste continué à vérifier les rétroviseurs et à écouter le moteur, qui tournait doucement et silencieusement comme si rien n'avait jamais été faux. Nathan a finalement rompu le silence, disant quelque chose à propos du fait que nous devrions appeler sa mère quand nous aurions de nouveau du réseau, lui faire savoir que nous allions bien, et j'allais acquiescer quand j'ai remarqué que l'aiguille de température commençait à grimper. C'était subtil au début, dépassant juste la plage normale, mais en 5 minutes supplémentaires, elle montait régulièrement vers la zone rouge. Nathan ralentissait déjà, cherchant un endroit pour se garer quand nous l'avons entendu. Un doux bruit de tapotement venant de sous le capot, rythmé et délibéré, comme quelqu'un frappant à une porte. L'odeur nous a frappés ensuite, une odeur chimique douce qui m'a fait pleurer les yeux, et Nathan a à peine réussi à nous garer sur le bas-côté avant que de la fumée ne commence à s'échapper des bords du capot. Nous sommes restés assis là pendant peut-être 30 secondes, sachant tous les deux que nous devrions sortir et regarder, mais aucun de nous ne le voulait vraiment. Quand Nathan m'a attrapé le bras assez fort pour me faire un bleu et a pointé le rétroviseur latéral, il y avait un camion qui nous suivait, roulant plus lentement que le reste du trafic. Ce Ford rouillé que j'ai immédiatement reconnu car il était garé à côté de l'atelier de mécanique avec le capot ouvert comme s'il était en réparation. Le mécanicien conduisait. Je pouvais voir sa silhouette à travers le pare-brise. Et il n'essayait pas de nous doubler ou de s'arrêter pour aider, il maintenait simplement cette distance régulière à environ 15 mètres derrière. Assez près pour que nous puissions le voir, mais assez loin pour que cela puisse sembler coïncidentiel à quiconque. Nathan a essayé de redémarrer la voiture, mais le moteur n'a fait qu'un horrible bruit de grincement, et plus de fumée s'est échappée, épaisse et noire maintenant, rendant difficile la vision à travers le pare-brise. Le camion derrière nous a clignoté une fois, lentement et délibérément. Pas comme quelqu'un essayant d'être utile, mais comme quelqu'un envoyant un signal, nous faisant savoir qu'il était là, qu'il attendait.
J'ai attrapé le téléphone de Nathan pour appeler à l'aide, mais nous n'avions toujours pas de réseau. Juste ce message pas de service qui se moquait de nous depuis l'écran. Et quand j'ai regardé en arrière, le camion s'était rapproché, peut-être à 10 mètres maintenant, et j'ai pu voir l'assistant sur le siège passager, penché en avant comme s'il attendait avec impatience que quelque chose se produise. Nathan disait que nous devrions sortir et courir, tout laisser et courir dans le champ à côté de l'autoroute. Mais je continuais à penser à ce que le mécanicien avait dit à propos de 30 km sans service cellulaire dans les deux sens. Comment il avait souri en le disant, comme s'il partageait une blague privée. Le moteur du camion a rugi derrière nous, ne se rapprochant pas, mais ne reculant pas non plus. Et j'ai réalisé qu'il attendait quelque chose de spécifique. Peut-être que le reste du trafic s'éclaircisse, peut-être qu'il fasse plus sombre. Peut-être qu'il profitait simplement de nous voir paniquer. J'ai tâtonné avec la commande d'ouverture du capot, pensant que peut-être je pourrais voir ce qu'il avait fait, le réparer d'une manière ou d'une autre. Mais Nathan a attrapé mon poignet et a pointé devant où une autre voiture se garait. Cette vieille berline avec une famille à l'intérieur. Le père sortait déjà pour marcher vers nous. Le camion derrière nous a immédiatement commencé à bouger, nous dépassant à une vitesse normale comme le ferait n'importe quel autre véhicule. Le mécanicien ne nous a même pas regardés en passant. Mais j'ai vu l'assistant tourner la tête pour nous fixer, passant lentement son doigt sur sa gorge avant qu'il ne disparaisse derrière le prochain virage. Le père de la berline était un homme trapu portant une casquette de baseball avec un logo d'une entreprise de transport. Et il a jeté un coup d'île sous notre capot et a sifflé bas, secouant la tête comme s'il n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il a pointé vers ce fouillis fondu de fils et de tuyaux qui ressemblait à ce que quelqu'un avait passé au chalumeau. Il nous a demandé si nous avions roulé avec le voyant de température allumé, mais nous savions tous les deux que cette jauge indiquait normal jusqu'à il y a quelques minutes à peine. Sa femme est restée dans leur voiture avec leurs enfants, deux petits garçons pressant leur visage contre la vitre pour regarder. Et le père a proposé d'appeler une dépanneuse une fois qu'il serait arrivé à la prochaine ville avec du réseau, peut-être à 25 km sur la route. Nathan et moi nous sommes regardés, pensant tous les deux la même chose, que nous ne pouvions pas attendre ici seuls pendant des heures pour une dépanneuse qui mettrait peut-être des heures à arriver. Pas avec ce mécanicien sachant exactement où nous avions eu une panne. Le père a dû voir quelque chose dans nos visages car il a proposé de nous emmener à la prochaine ville. Il a dit qu'il y avait un motel 6 là où nous pourrions attendre en sécurité. Et nous n'avons même pas hésité avant d'attraper nos sacs et de nous entasser à l'arrière avec ses enfants. Pendant tout le trajet, je n'ai pas arrêté de regarder les rétroviseurs, m'attendant à voir ce camion rouillé réapparaître derrière nous. Mais il n'y avait rien. Juste le trafic normal et les enfants posant 1 million de questions à leur père sur pourquoi nous avions laissé notre voiture derrière nous. Le père nous a déposés au motel comme il l'avait promis. Il n'a même pas pris les 20 $ que Nathan a essayé de lui donner pour l'essence. Il nous a juste dit de faire plus attention à l'endroit où nous faisions réparer nos voitures et est parti avec sa famille. Nous avons pris une chambre au 2e étage, aussi loin que possible des escaliers. Et Nathan a appelé sa mère pendant que je me tenais à la fenêtre, regardant chaque véhicule qui se garait sur le parking. Nous lui avons dit que la voiture était en panne mais nous avons omis tout le reste. Nous ne voulions pas avoir l'air fou ou l'inquiéter plus qu'elle ne l'était déjà. Vers minuit, juste au moment où je commençais à penser que peut-être nous étions paranoïaques, que tout cela avait été une étrange coïncidence, je l'ai vu. Le camion se faufilant à travers le parking, phares éteints, se déplaçant entre les rangées de voitures garées comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Il s'est arrêté juste en dessous de notre fenêtre, moteur tournant fort et bruyamment, et l'assistant est sorti, marchant vers l'arrière du camion, où il a sorti ce qui ressemblait à une boîte à outils. Les outils métalliques à l'intérieur tintant les uns contre les autres à chaque pas qu'il faisait vers l'entrée du motel. Nathan était déjà au téléphone avec le 911, chuchotant notre emplacement et disant qu'il y avait des gens qui nous suivaient et qui avaient saboté notre voiture, et j'ai pu entendre la dispatchereuse lui demander de parler plus fort, de ralentir, d'expliquer ce qui se passait. J'ai gardé les yeux sur l'assistant, l'ai vu essayer la porte du bureau du motel, qui était verrouillée puisqu'il était plus de minuit. Puis je l'ai vu marcher le long du 1er étage, s'arrêtant à chaque fenêtre de chambre comme s'il écoutait quelque chose.
Le mécanicien est sorti du camion, portant ce qui ressemblait à un pied de biche pour forcer les voitures, et ils ont tous les deux commencé à se déplacer plus délibérément, se dirigeant vers les escaliers extérieurs qui menaient au 2e étage. Nathan criait presque dans le téléphone maintenant, leur disant de se dépêcher, que ces hommes montaient les escaliers, et j'ai attrapé la chaise de bureau et l'ai coincée sous la poignée de la porte juste au moment où nous avons entendu des pas sur les escaliers métalliques à l'extérieur. La poignée de la porte a tremblé, doucement au début, comme si quelqu'un la testait, puis plus fort, plus insistant, et nous pouvions entendre la respiration de l'assistant à travers la porte fine, lourde et excitée, comme un chien qui a coincé sa proie. La police est arrivée peut-être 3 minutes plus tard, mais ces 3 minutes ont été les plus longues de ma vie. À les entendre travailler sur la serrure, à sentir la porte trembler alors qu'ils mettaient leur poids contre elle. Entendant la voix du mécanicien pour la première fois, basse et calme, nous disant de simplement ouvrir, qu'il voulait juste parler, que nous avions oublié quelque chose dans son atelier. Le son des sirènes a fait cesser tout. Et par la fenêtre, j'ai regardé les 2 hommes sprinter vers leur camion. L'assistant laissant tomber sa boîte à outils dans sa panique, les outils se dispersant sur l'asphalte. Ils ont démarré en trombe du parking juste au moment où la première voiture de police tournait. Et les officiers nous ont trouvés barricadés dans notre chambre, tous les 2 tremblant si fort que nous pouvions à peine parler. Ils ont pris nos déclarations, ont dit qu'ils enverraient quelqu'un vérifier l'atelier de mécanique. Mais quand ils nous ont appelés le lendemain matin, l'endroit était complètement abandonné. Vidé comme si personne n'y était passé depuis des années. La mère de Nathan est venue nous chercher cet après-midi-là. Elle n'a pas dit un mot sur le fait que nous étions des idiots pendant tout le trajet du retour. Elle n'a fait que toucher nos épaules comme si elle avait besoin de s'assurer que nous étions vraiment là. Nous ne sommes jamais allés à ce travail dans l'entrepôt en Californie. Nous n'avons même pas essayé de le reporter. Et encore aujourd'hui, je vérifie constamment mes rétroviseurs quand je conduis. Je sens toujours ma poitrine se serrer chaque fois que je vois un camion rouillé. Je me demande encore parfois ce qui serait arrivé si cette famille ne s'était pas arrêtée pour nous aider sur l'autoroute. Janvier dans le Colorado signifie que vous respectez les prévisions météo, surtout quand vous traversez les cols de montagne. Mais parfois, la vie ne vous donne pas le luxe d'attendre un ciel dégagé. Ma mère m'avait appelé ce matin-là, la voix tremblante alors qu'elle me parlait de l'AFC. Mon père était aux soins intensifs à Denver, et elle avait besoin de moi là-bas. Vivre dans une petite ville sur le versant ouest signifiait un trajet de 5 heures dans de bonnes conditions, mais la météo annonçait un système orageux arrivant plus vite que prévu. J'avais obtenu mon diplôme d'école d'infirmière seulement 2 ans auparavant, promotion 2015, et je travaillais dans notre clinique locale. Les urgences médicales, je connaissais, et mon père avait besoin de sa famille maintenant, pas demain. J'ai rempli mon Subaru Outback de fournitures d'urgence comme le ferait toute personne sensée. Des couvertures, des bouteilles d'eau, des barres de granola, une petite pelle que je gardais à l'arrière depuis les hivers précédents. Ma colocataire Heather a essayé de me convaincre d'attendre jusqu'au matin. Mais je lui ai montré le radar météo sur mon téléphone. Si je partais dans l'heure, je devancerais le pire de la tempête d'au moins 3 heures. Le col serait froid mais gérable. Je l'avais traversé des dizaines de fois depuis que j'avais emménagé après l'université. J'ai fait le plein à la station Conoco, j'ai attrapé un café supplémentaire pour la route, et j'ai commencé l'ascension vers le col de Veille vers 14 heures. Le ciel avait l'air lourd mais calme. Ce gris trompeur qui vous fait penser que peut-être les météorologues se sont trompés cette fois-ci. Tout a changé environ 90 minutes après le début du trajet. Je venais de passer la dernière sortie avant que la vraie montée ne commence quand les premiers gros flocons de neige ont frappé mon pare-brise. Pas cette douce poussière que la météo avait prédite, mais ces flocons lourds et humides qui collent instantanément et se multiplient comme des cellules sous un microscope. En 10 minutes, la route est passée du noir de l'asphalte à cette neige fondante dangereuse qui attrape vos pneus et vous tire sur le côté. Les autres voitures ont commencé à ralentir, les feux de détresse clignotant à travers le blanc de plus en plus épais. J'ai mis ma radio sur la station météo d'urgence et j'ai entendu les mots qui m'ont serré la poitrine. Des conditions de blizzard inattendues, des rafales de vent jusqu'à 96 km/h, une visibilité proche de zéro. Il fermait le col derrière moi, mais j'étais déjà trop haut pour faire demi-tour en toute sécurité. La chose intelligente à faire aurait été de me garer à la prochaine aire de chaînage et d'attendre avec les camions.
Mais le visage de mon père ne cessait de défiler dans mon esprit. Ma mère m'envoyant des mises à jour par SMS toutes les heures, chacune rendant la situation plus grave. Ton père te demande, avait-elle écrit 20 minutes plus tôt. Les médecins veulent faire plus de tests. Alors j'ai continué à conduire, le compteur de vitesse tombant à 50, puis 30, puis 15 km/h. Mon désembueur travaillait à plein régime pour essayer de garder le pare-brise dégagé, mais la glace se formait plus vite que les balais ne pouvaient gérer. Je me suis penché en avant, regardant à travers une petite zone dégagée, suivant les feux arrière à peine visibles d'un pick-up devant moi. Quand ces feux ont soudainement tourné à droite et ont disparu, j'ai réalisé trop tard que le camion avait pris une sortie. J'étais seul sur ce que je pensais être encore la route principale. Mais la neige avait effacé tous les marquages de voie, tous les panneaux, tout ce qui vous indique où la chaussée se termine et où le bas-côté commence. J'ai senti le moment exact où mes pneus arrière ont accroché le bas-côté mou. Cette sensation dégoûtante de glissade sur le côté, le volant luttant contre ma prise. J'ai essayé de corriger doucement, me souvenant de tout ce qu'on vous enseigne sur le fait de ne pas trop braquer dans la neige, mais la voiture avait déjà décidé de son propre chemin. Nous avons glissé sur le côté au ralenti, le monde tournant devant mes fenêtres dans un flou blanc. Le Subaru s'est incliné, a chuté et s'est immobilisé en biais dans ce que j'ai réalisé être un fossé de drainage parallèle à la route. Le moteur a toussé une fois et s'est éteint. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je tournais la clé. Clic, rien. J'ai réessayé. Clic. Les lumières du tableau de bord ont vacillé et se sont éteintes. J'ai attrapé mon téléphone du porte-gobelet, sachant déjà ce que je verrais. Pas de réseau, bien sûr. Ces cols de montagne étaient des zones mortes, même par beau temps. La tempête a attaqué ma voiture comme si elle avait attendu ce moment. Le vent hurlait à travers les joints de porte, faisant trembler le véhicule à chaque rafale. La neige s'accumulait contre les fenêtres si vite que je pouvais littéralement la voir monter centimètre par centimètre. En 20 minutes, les pneus étaient complètement ensevelis et la température intérieure a commencé à chuter malgré la chaleur résiduelle du moteur. Je me suis enveloppé dans une des couvertures de l'arrière, rationnant la batterie de mon téléphone en ne vérifiant le réseau que toutes les 10 minutes. 16h30 est devenu 17h, 17h est devenu 18h, et la nuit complète est tombée comme un rideau. La seule lumière venait de l'écran de mon téléphone quand je le vérifiais, créant de brefs moments de lueur bleue avant de replonger dans le noir. J'ai essayé de ne pas penser aux statistiques que j'avais entendues sur l'hypothermie, sur la durée qu'une personne pouvait survivre dans une voiture pendant un blizzard. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le fait de rester au chaud, de garder mes pieds en mouvement, de frotter mes mains ensemble sous la couverture. Vers ce qui devait être 20 heures, je les ai vus à travers la vitre arrière. 2 points jaunâtres coupant à travers le chaos blanc, devenant plus grands, plus brillants, des phares. Mon corps entier a été submergé par un soulagement si intense que cela ressemblait à entrer dans un bain chaud. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et l'ai agité frénétiquement vers la vitre arrière. Le véhicule, une sorte de gros SUV ou camion d'après ce que je pouvais dire, a ralenti et s'est arrêté à environ 10 mètres derrière moi. J'ai continué à agiter la lumière, m'attendant à voir une porte s'ouvrir, quelqu'un se précipiter avec de l'aide, mais rien ne s'est passé. Les phares sont simplement restés là, stables et clignotants à travers la tempête. 1 minute a passé, puis 2, puis 5. Pas de klaxon pour indiquer qu'il m'avait vu. Pas de feu de détresse clignotant. Juste ces 2 yeux jaunes me fixant, ma voiture ensevelie. Mon soulagement a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Pourquoi ne sortait-il pas? Peut-être qu'il appelait à l'aide, ai-je raisonné, bien que je sache qu'il n'y avait pas de réseau ici non plus. Peut-être qu'il avait peur de quitter leur véhicule dans ces conditions. J'ai attendu encore 5 minutes avant que ma patience ne craque. J'ai enfilé mon manteau, me suis préparé à l'assaut du froid, et j'ai poussé contre ma portière. Elle s'est ouverte d'environ 15 cm avant de heurter la neige tassée. Je me suis faufilé par l'ouverture, regrettant immédiatement la décision alors que des cristaux de glace poussés par le vent piquaient chaque parcelle de peau exposée. J'ai levé le bras pour protéger mon visage et j'ai commencé à me traîner vers les phares. Chaque pas était une bataille contre la neige jusqu'aux genoux. À mi-chemin, une silhouette est apparue du côté conducteur. Elle ne s'est pas précipitée vers moi. N'a pas crié en demandant si j'allais bien.
Elle est simplement restée là, à côté de son véhicule, me regardant lutter dans la neige. Quand je me suis approché assez pour distinguer plus qu'une silhouette, j'ai vu que c'était un homme, grand et large d'épaules, portant ce qui semblait être une veste de travail en toile épaisse. « Dieu merci, vous vous êtes arrêté », ai-je crié par-dessus le vent, mes dents claquaient déjà. Ma voiture est morte et je n'ai pas de réseau. Pouvez-vous appeler à l'aide ou me donner un trajet jusqu'à la prochaine ville? Il n'a pas répondu tout de suite, a simplement incliné la tête légèrement comme s'il m'étudiait. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme. Trop calme pour la situation. Problème de voiture? A-t-il demandé comme si nous discutions de la météo dans une station-service? Oui, ai-je glissé de la route. Le moteur ne veut pas démarrer. J'ai vraiment besoin d'aide. Il a hoché la tête lentement, puis a regardé par-dessus moi vers mon Subaru. Vous voyagez seul? La question m'a dérangé. Une froideur qui n'avait rien à voir avec la tempête m'a parcouru l'échine. Mon mari m'attend, ai-je menti? Les mots sont sortis instinctivement. Il connaît cet itinéraire. Il enverra des gens me chercher bientôt. L'homme a souri alors. Juste un petit mouvement des lèvres qui n'a pas atteint ses yeux dans ce temps. Personne ne vient ici ce soir. La route est fermée depuis des heures. Il a commencé à marcher vers ma voiture sans rien ajouter. Et je me suis retrouvé à le suivre, confuse et de plus en plus mal à l'aise. Il ne marchait pas comme quelqu'un qui essayait d'aider. Il se déplaçait délibérément, presque avec nonchalance, malgré les conditions brutales. À mi-chemin, une silhouette est apparue du côté conducteur. Elle ne s'est pas précipitée vers moi. N'a pas crié en demandant si j'allais bien. Elle est simplement restée là, à côté de son véhicule, me regardant lutter dans la neige. Quand je me suis approché assez pour distinguer plus qu'une silhouette, j'ai vu que c'était un homme, grand et large d'épaules, portant ce qui semblait être une veste de travail en toile épaisse. « Dieu merci, vous vous êtes arrêté », ai-je crié par-dessus le vent, mes dents claquaient déjà. Ma voiture est morte et je n'ai pas de réseau. Pouvez-vous appeler à l'aide ou me donner un trajet jusqu'à la prochaine ville? Il n'a pas répondu tout de suite, a simplement incliné la tête légèrement comme s'il m'étudiait. Quand il a finalement parlé, sa voix était calme. Trop calme pour la situation. Problème de voiture? A-t-il demandé comme si nous discutions de la météo dans une station-service? Oui, ai-je glissé de la route. Le moteur ne veut pas démarrer. J'ai vraiment besoin d'aide. Il a hoché la tête lentement, puis a regardé par-dessus moi vers mon Subaru. Vous voyagez seul? La question m'a dérangé. Une froideur qui n'avait rien à voir avec la tempête m'a parcouru l'échine. Mon mari m'attend, ai-je menti? Les mots sont sortis instinctivement. Il connaît cet itinéraire. Il enverra des gens me chercher bientôt. L'homme a souri alors. Juste un petit mouvement des lèvres qui n'a pas atteint ses yeux dans ce temps. Personne ne vient ici ce soir. La route est fermée depuis des heures. Il a commencé à marcher vers ma voiture sans rien ajouter. Et je me suis retrouvé à le suivre, confuse et de plus en plus mal à l'aise. Il ne marchait pas comme quelqu'un qui essayait d'aider. Il se déplaçait délibérément, presque avec nonchalance, malgré les conditions brutales. Derrière moi, je pouvais l'entendre gémir, jurer, essayer de dégager ses yeux avec de la neige. J'ai verrouillé les portes du camion et j'ai attendu, le regardant dans les rétroviseurs alors qu'il finissait par se relever et s'éloignait en trébuchant dans la tempête, descendant la montagne à pied plutôt que d'affronter ce qui arrivait. La police m'a trouvé 3 heures plus tard, toujours assise dans son camion avec le chauffage en marche, la bombe de spray anti-ours serrée sur mes genoux. Ils l'ont trouvé aussi, à environ 1,5 km plus bas sur la route, à moitié gelé et toujours partiellement aveugle, blotti derrière une glissière de sécurité. Il s'avère que ce n'était pas sa première tentative d'utiliser la météo comme couverture. Il y avait eu 2 autres signalements l'hiver précédent. Des femmes qui avaient disparu pendant des tempêtes sur les cols de montagne, leur voiture trouvée abandonnée. Ils n'ont jamais prouvé qu'il était lié à ces cas, mais il a écopé de 15 ans pour tentative d'enlèvement et agression. Je suis arrivé à Denver l'après-midi suivant après la réouverture des routes et qu'un camion de dépannage est sorti mon Subaru. Mon père s'est remis de son AVC lentement mais sûrement.
Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé sur le col, mais il sait que quelque chose a changé en moi cette nuit-là. Je conduis encore à travers les montagnes, je respecte encore la météo, mais maintenant je comprends que parfois, la tempête n'est pas le vrai danger. Parfois, c'est ceux qui utilisent la tempête comme couverture, attendant quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de seul, quelqu'un qui pense que la pire chose qui puisse arriver est d'avoir froid. Honnêtement, je n'aurais jamais cru être du genre à prendre un autostoppeur sur l'autoroute. Mon père me l'avait martelé dans la tête en grandissant. Toutes ces histoires dans les journaux sur les bons samaritains qui finissaient dans le fossé. Mais quand vous avez conduit pendant 11 heures d'affilée à travers les plaines du Nebraska, avec rien d'autre que des champs de maïs et une station-service occasionnelle pour briser la monotonie, votre cerveau commence à vous jouer des tours. La playlist que j'avais téléchargée avait déjà tourné 2 fois, et j'avais mâchonné un paquet entier de chewing-gum en essayant de rester éveillé. Mon Ford Ranger roulait sur l'Interstate 80, quelque part entre Lincoln et North Platte, quand je l'ai vu pour la première fois. Juste une silhouette, vraiment, debout sur le bas-côté avec le pouce levé et un morceau de carton tenu contre sa poitrine. Le soleil commençait à descendre bas, peignant tout en orange et or, et je l'ai à peine enregistré en passant à 120 km/h. Mais quelque chose dans cette image est resté avec moi. La façon dont il était voûté, les épaules rentrées comme s'il essayait de disparaître en lui-même. Environ 20 minutes plus tard, je l'ai repassé. Je m'étais arrêté à une aire de repos pour aller aux toilettes et prendre un café dans l'une de ces machines distributrices qui dispensent quelque chose qui qualifie à peine de buvable. Quand je suis retourné sur l'autoroute, il était là. Au même endroit, avec le même panneau en carton. Il n'avait pas bougé loin, peut-être marché un quart de mile au plus. Cette fois, j'ai eu un meilleur aperçu en m'approchant. Un gars mince, peut-être dans la quarantaine, portant une veste en toile qui semblait 2 tailles trop grande, et un bonnet de marin bleu marine tiré bas sur ses oreilles. Son jean était sale, couvert de ce qui semblait être de la boue jusqu'aux genoux. Le panneau en carton qu'il tenait disait Ogallala en marqueur noir tremblant. C'était ma sortie, à environ 65 km plus loin. Alors que je le dépassais pour la 2e fois, il a tourné la tête et nos regards se sont croisés pendant juste une fraction de seconde. Son visage était pâle, presque gris, et ses lèvres avaient cette teinte bleutée que l'on voit chez les gens qui ont été trop longtemps au froid. La température avait chuté brusquement une fois que le soleil avait commencé à descendre, probablement dans les -1 degré. J'ai serré le volant plus fort et j'ai continué à conduire, me disant que ce n'était pas mon problème, qu'il trouverait un autre trajet, que beaucoup de routiers empruntaient cette route. Mais la culpabilité est une drôle de chose. Elle vous ronge, surtout quand vous êtes seul avec rien d'autre que vos pensées et le bourdonnement du moteur. J'ai tenu encore 25 km avant de ne plus pouvoir le supporter. L'image de ce gars frissonnant sur le bas-côté ne cessait de défiler dans ma tête, et j'ai commencé à penser à la façon dont je me sentirais si j'étais coincé là-bas, à quel point je serais reconnaissant si quelqu'un s'arrêtait. Mon ex-femme disait que j'avais un cœur trop tendre, que j'avais besoin d'apprendre à me mêler de mes affaires. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai repéré un large bas-côté qui arrivait et j'ai mis mon clignotant même s'il n'y avait pas d'autre voiture en vue. Le ranger a grondé alors que je me garais, le gravier crissant sous les pneus. Je suis resté là un moment avec le moteur en marche, le regardant dans mon rétroviseur latéral alors qu'il trottinait vers moi. Sa démarche était inégale, favorisant sa jambe gauche, et il avait ce grand sac à dos de surplus militaire qui rebondissait contre son dos. Quand il s'est approché assez, j'ai pu voir sa respiration sortir en rapides bouffées blanches. J'ai tendu la main et j'ai déverrouillé la portière passager, remettant immédiatement en question tout ce que je faisais. Il a ouvert la portière, et une bouffée d'air froid est entrée, accompagnée d'une odeur qui m'a frappé tout de suite. Elle était âcre et métallique, mélangée à de la sueur et quelque chose de terreux, comme de la terre humide. Il a jeté son sac à dos sur la banquette arrière avant de monter, et j'ai remarqué à quel point il a atterri lourdement, faisant légèrement osciller tout le camion. De près, il avait l'air pire que ce que j'avais pensé. Son visage était émacié, les pommettes saillantes sous une peau qui semblait tendue trop serrée. Il y avait une entaille sur sa lèvre inférieure, croûteuse et à moitié cicatrisée, et ses ongles étaient noirs de crasse. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont ses yeux, pâles et verts, injectés de sang, avec une intensité qui me donnait envie de détourner le regard. Il n'a rien dit au début,
s'est simplement assis en fermant la portière et est resté là à respirer fort, fixant droit devant lui à travers le pare-brise. J'ai tout sauté et j'ai essayé de paraître décontracté. Je lui ai demandé si Ogallala était bien sa destination. Il a hoché la tête lentement, sans me regarder, et a marmonné « Oui, je vous remercie » d'une voix rauque qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis des jours. J'ai remis le camion en marche et je me suis inséré sur l'autoroute, mes mains soudainement moites sur le volant. Les 16 premiers kilomètres ont été silencieux à part le bruit de la route et le souffle du chauffage. J'ai essayé de faire la conversation à quelques reprises, lui demandant d'où il venait, s'il attendait depuis longtemps. Il m'a donné ses réponses en un mot qui n'invitait pas à des suites. De l'Est, a-t-il dit quand je lui ai demandé son point de départ. Pendant qu'il répondait sur le temps d'attente, sa voix est restée plate et sans émotion, comme si parler nécessitait trop d'efforts. Je me suis concentré sur la route, regardant les lignes blanches disparaître sous mon capot, et j'ai essayé de me convaincre que ce serait bientôt terminé. Ogallala était à environ 40 km maintenant. Je pouvais gérer 40 km. Puis il s'est déplacé sur son siège et j'ai entendu la fermeture éclair de son sac à dos s'ouvrir derrière moi. Le son a fait se tendre chaque muscle de mon corps, mais j'ai gardé les yeux devant. Je ne voulais pas paraître paranoïaque. Dans mon champ de vision périphérique, je pouvais le voir fouiller dans le sac, déplacer des choses. Puis il l'a refermé, mais pas complètement. Il est resté partiellement ouvert, et quand j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai pu voir quelque chose à l'intérieur capter la lumière du tableau de bord. Quelque chose de long et argenté. C'est alors qu'il a commencé avec les questions. Son ton a changé, est devenu plus alerte, plus concentré. « Vous voyagez seul ?» a-t-il demandé, et la directivité de la question m'a pris au dépourvu. J'ai hésité une seconde de trop avant de répondre, puis j'ai dit « Oui, juste moi qui me rends chez mon frère dans le Wyoming. Je n'ai même pas de frère. » Le mensonge est sorti automatiquement, un instinct de survie se déclenchant. Il a fait un bruit dans sa gorge, presque comme un grognement de reconnaissance. Quelques minutes ont passé et puis il a demandé « Est-ce que quelqu'un connaît votre itinéraire ? Comme, avez-vous dit à quelqu'un où vous allez ?» La façon dont il l'a formulé m'a serré la poitrine. Je lui ai dit que ma petite amie connaissait mon itinéraire, que je lui envoyais des SMS à chaque arrêt. Un autre mensonge. J'étais célibataire depuis 8 mois, et la seule personne qui savait que je faisais ce trajet était mon patron. Et c'était juste parce que j'avais demandé un congé. Il s'est tu à nouveau, et je pouvais sentir qu'il me regardait dans le rétroviseur, pas seulement en jetant un coup d'œil, mais vraiment en me fixant, en m'étudiant. Ses yeux vert pâle étaient verrouillés sur les miens dans le reflet, sans cligner. Et il y avait cette qualité calculatrice dans son regard qui m'a asséché la gorge. J'ai ajusté le rétroviseur légèrement, faisant semblant de devoir vérifier la circulation. En réalité, j'essayais juste de rompre ce contact visuel. « Est-ce que vous prenez souvent des autostoppeurs ?» a-t-il demandé ensuite. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Quelque chose de presque amusé. J'ai dit non, que je ne le faisais pas normalement. Que je m'étais juste senti mal de le voir là-bas dans le froid. Il a ri à ça. Secours son amer qui ne contenait aucune vraie humour. C'est bien, a-t-il dit. Être prévisible fait du mal aux gens. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. Mon esprit tournait maintenant, jouant des scénarios, calculant des distances. Nous étions encore à une bonne quinzaine de kilomètres d'Ogallala, peut-être 20 minutes à cette vitesse. L'autoroute s'étendait vide dans les deux directions. Aucune autre lumière visible nulle part. Le soleil s'était complètement couché maintenant, et l'obscurité pressait de tous les côtés, brisée seulement par mes phares coupant à travers la nuit. Il s'est penché en avant soudainement, rapprochant son visage de l'espace entre les sièges. Et j'ai pu sentir cette odeur métallique à nouveau, plus forte maintenant. « Tu as de belles mains », a-t-il dit, ce qui était une chose si bizarre à dire que je me suis réellement tourné pour le regarder. Grosse erreur. Son expression avait complètement changé. Ce regard vide et épuisé avait disparu, remplacé par quelque chose de vif et alerte. Il souriait, mais c'était tout faux. Ça n'atteignait pas ses yeux du tout. C'est alors que j'ai vu sa manche.
Son bras droit était posé sur la console centrale maintenant, et le poignet de sa veste s'était relevé juste assez pour exposer son avant-bras. Il y avait des taches sombres sur le tissu, brunes et croûteuses, courant de son poignet vers son coude, pas de la boue. Je m'étais convaincu plus tôt que les taches sur son jean étaient de la boue, mais c'était différent. C'était indubitablement du sang séché, et en grande quantité. Mes yeux se sont tournés vers le rétroviseur à nouveau vers ce sac à dos partiellement ouvert. Et cette fois, je pouvais le voir clairement. Le manche d'un couteau de chasse, celui avec une lame de 15 ou 18 cm, dépassant entre un t-shirt froissé et ce qui semblait être une bâche roulée. Le manche était enveloppé de paracordes noirs et le pommeau avait ce capuchon rouge distinctif. Mon cœur battait si fort contre mes côtes maintenant que je pensais qu'il devait pouvoir l'entendre. Chaque instinct dans mon corps hurlait que j'avais fait une erreur catastrophique, que j'étais piégé dans un espace confiné avec quelqu'un de dangereux, que la prochaine sortie était trop loin, et qu'il n'y avait nulle part où courir à 110 km/h. Je devais faire quelque chose. Rester là paralysé n'était pas une option, et je savais que montrer de la peur pourrait le déclencher, pourrait le faire agir. Alors, je me suis forcé à prendre une respiration et j'ai essayé de penser clairement malgré l'adrénaline qui inondait mon système. Je me souvenais d'avoir lu quelque part qu'il fallait humaniser sa personne auprès des agresseurs. Les faire vous voir comme une personne plutôt qu'une cible. Ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru quand j'ai commencé à parler, lui racontant comment j'avais conduit depuis tôt le matin. À quel point j'étais épuisé et que j'aurais dû m'arrêter dans un motel des heures plus tôt. J'ai mentionné la conférence à laquelle je me rendais prétendument à Cheyenne. J'ai inventé des détails sur les présentations et les collègues, tout ce qui pouvait remplir le silence et sembler normal. Il n'a pas répondu, a continué à me regarder avec ses yeux pâles. Puis j'ai vu des lumières devant, la lueur d'une aire de repos peut-être à 3 km. Un plan s'est formé dans ma tête, désespéré, mais la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je lui ai dit que j'avais besoin de faire le plein, que j'étais presque à sec. C'était un mensonge. J'avais la moitié du réservoir, mais il ne pouvait pas voir la jauge depuis où il était assis. Il s'est tendu immédiatement. A dit qu'il attendrait dans le camion, qu'il n'aimait pas les foules. J'ai insisté, disant que la carte de crédit de l'entreprise m'obligeait à entrer et à prépayer. Un autre mensonge. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Alors que je prenais la sortie et me garais à une pompe, je pouvais voir que c'était plus animé que la plupart des endroits où je m'étais arrêté. Il y avait au moins une douzaine de gros camions garés sur le parking, leurs feux de position brillant dans l'obscurité, et à travers les fenêtres, je pouvais voir des gens se déplacer à l'intérieur du magasin de commodités. Les lumières fluorescentes semblaient presque aveuglantes après l'obscurité de l'autoroute. J'ai garé le camion et coupé le moteur, et le silence soudain semblait assourdissant. Il me fixait dur maintenant, sa mâchoire serrée, et je pouvais voir que sa main droite s'était déplacée pour reposer sur ce sac à dos d'une manière qui semblait très délibérée. J'ai ouvert ma portière et suis sorti, les jambes tremblantes, et j'ai commencé à marcher vers le magasin. Chaque pas semblait prendre une éternité, et j'avais peur d'entendre sa portière s'ouvrir derrière moi, d'entendre des pas me suivre. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, il était toujours dans le camion, me regardant à travers le pare-brise. Le moment où j'ai franchi ses portes vitrées, je suis allé directement vers la caissière derrière le comptoir, une femme corpulente aux yeux fatigués qui a à peine levé les yeux de son téléphone. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle appelle la police, qu'il y avait un homme dans mon camion que je croyais dangereux. Elle a dû voir quelque chose dans mon visage car elle a immédiatement posé le téléphone et m'a demandé ce qui se passait. J'ai expliqué aussi rapidement que possible, gardant la voix basse, lui disant pour le sang, le couteau, les questions qu'il m'avait posées. Elle n'a pas hésité, a simplement pris le téléphone fixe derrière le comptoir et composé le 911. Pendant qu'elle parlait à la dispatchereuse, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé mon camion. Il était toujours assis là, mais sa posture avait changé. Il était tordu maintenant, regardant son sac à dos, et j'ai vu qu'il sortait le couteau complètement, le tenant bas contre sa jambe où il ne serait pas visible de l'extérieur. Mon estomac s'est retourné. La caissière a terminé l'appel et m'a dit que la patrouille d'État était à environ 15 minutes, qu'il envoyait 2 unités. Elle a dit que je devais rester à l'intérieur, que son gérant était à l'arrière, et qu'il y avait quelques routiers qui prenaient un café et qui aideraient si quelque chose arrivait. Ces 15 minutes ont semblé durer des heures.
Je suis resté là à regarder mon camion, à regarder cet homme et il n'a pas bougé. Juste assis là avec ce couteau dans sa main, regardant occasionnellement vers le magasin. D'autres clients sont venus et repartis, complètement ignorants de ce qui se passait. Un gars en veste de camionneur m'a demandé si j'allais bien parce que j'avais probablement l'air aussi terrifié que je me sentais, et j'ai juste hoché la tête et dit que j'attendais quelqu'un. Quand les voitures de patrouille sont finalement arrivées, sans sirène, mais avec des lumières rouges et bleues balayant le parking, tout cesse de passer vite. 2 officiers se sont approchés de mon camion sous différents angles, les mains sur leurs armes, et j'ai vu la portière passager s'ouvrir en grand. Il s'est enfui, a pris ses jambes à son cou en courant vers l'arrière du parking où il bordait un champ. Un officier l'a poursuivi à pied tandis que l'autre est remonté dans son véhicule de patrouille et a fait le tour. Ils l'ont attrapé en moins de 3 minutes, l'ont plaqué au sol entre 2 camions garés. Je les ai regardés à travers la fenêtre, mon corps entier tremblant maintenant que l'adrénaline se drainait. Les officiers l'ont ramené menotté, et c'est alors que j'ai vu son visage clairement sous les lumières du parking. Quelques masques qu'il portait dans mon camion avaient disparu. Il avait l'air furieux et désespéré, se débattant contre les menottes, hurlant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Ils l'ont mis à l'arrière d'une des voitures de patrouille puis sont entrés pour me parler. Il s'est avéré que le couteau n'était pas le pire. Quand ils ont fouillé son sac à dos, ils ont trouvé des liens en plastique, du ruban adhésif et un second couteau, plus un portefeuille qui ne lui appartenait pas. L'officier m'a dit qu'il cherchait quelqu'un correspondant à sa description en lien avec une agression 2 comtés plus loin, qu'un conducteur avait été attaqué dans une aire de repos 4 jours plus tôt et avait à peine survécu. Le gars avait travaillé sur ce tronçon d'autoroute, ciblant les conducteurs solitaires, attendant quelqu'un de suffisamment confiant pour s'arrêter. J'avais eu de la chance, a dit l'officier. De la chance d'avoir fait confiance à mes instincts et d'être sorti quand je l'ai fait. Je ne me suis jamais senti chanceux, cependant. Juste malade en pensant à quel point cela avait été proche, à quel point cette nuit aurait pu se terminer différemment si j'étais resté sur cette autoroute sombre quelques kilomètres de plus. Ils ont saisi mon camion comme preuve temporairement et l'un des officiers m'a conduit à un hôtel à Ogallala. J'ai passé la nuit dans cette chambre avec les lumières allumées, incapable de dormir, continuant à voir ses yeux verts pâles me fixer dans le rétroviseur. Le lendemain, ils ont libéré mon camion et j'ai terminé le trajet vers le Wyoming, mais j'ai pris le long chemin, restant sur les autoroutes principales avec beaucoup de trafic, et je n'ai plus jamais pris d'autostoppeur depuis, pas une seule fois. Certaines leçons, on a besoin de les apprendre qu'une fois. Et la mienne est venue avec un couteau de chasse et du sang séché sur la manche d'un inconnu.